Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Salut à tous. Un grand débat qui vous est amené par votre animateur principal, Serge Nyawa, toujours avec ses chers panélistes attitrés qui ont toujours eu l'occasion de pouvoir répondre à tous les sujets qui sont posés. Aujourd'hui, avec les chers panélistes, nous allons parler d'un sujet d'actualité brûlant dans le Sahel. Mais nous avons pris un seul pays dans le Sahel pour essayer de quand même savoir qu'en est-il exactement. Mesdames et messieurs, je voulais remercier à la réalisation de cette émission Malik Sall. Et tout de suite, avant de vous annoncer le sujet, je voulais remercier le professeur Issoufou Moussa depuis sa position. Professeur, je voudrais quand même vous dire merci parce que vous avez été présent pour essayer d'apporter votre contribution au fait que l'Afrique aujourd'hui souffre d'un manque à gagner. Merci encore une fois de plus d'être avec nous pour ce grand débat, professeur. Merci, monsieur Serge Nyawa, et bonsoir à tous les panélistes présents ici. Et je profite de l'occasion pour envoyer un coucou à tous nos tempos spectatrices et tempos spectateurs. Merci. Merci, professeur Moussa. De l'autre côté, depuis sa position aussi, notre ami Marcel Kodier. Marcel, merci encore d'être avec nous. Vous avez été en tout cas un homme juste et vous avez toujours défendu l'Afrique depuis votre position. Merci encore une fois de plus d'être au grand débat. Oui, merci Serge, merci chers amis téléspectateurs, merci notre ami le réalisateur Malik. Merci à tous nos amis qui sont branchés sur Facebook et sur toutes nos WhatsApp et YouTube. Donc nous sommes là encore ce soir pour débattre de l'Afrique et parler de l'Afrique, trouver une solution pour l'Afrique. Merci à tous. Merci à tous. Et nous avons à côté de M. Marcel Kodier depuis sa position une seule dame qui n'est plus à présenter, Madame Madeleine Kondo. Merci encore une fois de plus d'être avec nous dans ce grand débat. Merci à tous. Merci de me permettre de participer au grand débat de ce jour et que nous puissions trouver, sinon proposer quand même des solutions prenables à tous nos leaders politiques. Merci. Merci, madame. Alors, le sujet d'aujourd'hui a pour thème: la France aurait-elle organisé la guerre au Mali pour s'accaparer des richesses du sous-sol? Alors, nous allons rentrer quand même dans les détails. Depuis un certain moment, le Mali continue de souffrir. Le Mali, encore une fois de plus, depuis 2012, est confronté à une crise multidimensionnelle. Et il y a eu, dans un premier temps, en 2013,
la force française appelée donc Serval, qui a été mise en place pour essayer de stopper un peu la rébellion. Et cette porte a été remplacée par la force Barkhane. Et cette force Barkhane pour lutter aussi contre le terrorisme. Il y a eu aussi la signature de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger, imposé donc par la communauté internationale sur le Mali. Mais jusqu'à preuve de contraire, cet accord n'avait jamais été appliqué et les Maliens continuent toujours de souffrir. Si nous pouvons parler de manière historique de ce terrorisme, il faut dire qu'il est arrivé au Sahel depuis l'Alger. Et c'est évidemment l'histoire du groupe salafiste pour la prédication et du combat qui s'est installé donc au Sahel, précisément au nord du Mali, au début donc des années 2000. Et puis, entre 2006 et 2007, le GSP est devenu Aqaida au Maghreb islamique, qui a été doté d'un agenda strictement algérien. Maintenant, ce AQMI a donc commencé à recruter de plus en plus des personnalités, sinon des combattants, depuis le Mali, la Mauritanie, le Nigeria, le Niger et j'en passe. Mais il s'est trouvé qu'on n'avait pas assez d'Algériens, alors que ce groupe était vraiment suivi par les Algériens. C'est ce groupe. Les Algériens ont donc dit qu'il fallait vraiment arriver à un seul résultat parce qu'ils ne peuvent pas continuer avec simplement un groupe où il y a moins d'Algériens. Donc ce groupe s'est éclaté et a donné naissance à Assadine et du Moujado. Mais nous continuons donc de souffrir parce que aujourd'hui, la France qui s'est investie normalement au Mali, jusqu'à preuve du contraire, le Mali continue d'être endeuillé. Alors, la question que nous nous posions, que fait donc la France au Mali? Si la France a décidé de pouvoir s'installer au Mali pour pouvoir essayer de sauver, sinon sauvegarder les intérêts du Mali et les djihadistes, sinon le terrorisme continue, je pense que la question a sa raison d'être posée. Alors, professeur, nous allons aller tout juste répondre à cette question. Que fait aujourd'hui le Mali? Que fait aujourd'hui la France au Mali? Merci Serge Niawa. Cette question, disons, est importante, d'autant plus que hier ou avant-hier, Emmanuel Macron, je vais dire, dans un discours en fleuve à la coloniale, a tenté par la suite de la sécurité dans certains pays de l'Afrique, notamment le Mali, le Burkina, le Niger, et je pense quel pays là. Et il a tenté, n'est-ce pas, de lancer un défi, parce que moi je pense que c'est un défi qu'il a lancé aux chefs d'État africains en leur disant qu'ils n'ont qu'à se prononcer par rapport à la présence de l'armée française sur le sol africain. Et je pense que la présence de l'armée africaine, de l'armée française en Afrique, s'explique par le fait que la France est dans son jeu. La France est nostalgique. Elle est nostalgique du fait que, à un moment donné, nous avons décidé de nous affranchir, n'est-ce pas, de son joug. Donc ça fait 60 ans jour pour jour. Et lorsque on a décidé de s'affranchir, il y a eu des accords qui ont été signés. Ces accords qui nous en servissent plus que nous n'étions, n'est-ce pas, dans le colonialisme. Maintenant, en Afrique, les voix se lèvent de partout pour dénoncer ces accords, pour demander à ce que ces accords soient revus, afin que l'Africain puisse totalement s'émanciper sur le plan économique, culturel et social. Et pour la France, cela n'était pas une question qu'il faut même envisager. Alors,
Qu'est-ce qu'il faut faire pour justifier c'est par la nécessité de l'armée française en Afrique? Il fallait créer des foyers de tension ici et là. Et en même temps, continuer par pouvoir jouir de l'exploitation injuste, n'est-ce pas, des sous-sols, des richesses africaines, en prétendant que l'armée française était là pour protéger, n'est-ce pas, ses colonies. Ce que moi je vais dire dans cette histoire, la France n'a pas besoin d'être notre papa. Notre indépendance a été concrétisée et elle n'a qu'à nous laisser tranquilles. Quel que soit ce qui nous arrive, nous sommes prêts à l'assumer. Vous savez, ce qui se passe, c'est que dans les théories académiques, l'Européen, les Français pensent que l'enfant blanc qui naît, à un âge donné à partir de 5 ans, assume déjà son indépendance et proclame sa rivalité vis-à-vis de son papa. Je ne veux pas aller très loin, je parle ici du complexe, ce qu'on appelle complexe d'Édipe. C'est-à-dire que la rivalité que l'enfant de 5 ans éprouve vis-à-vis de son papa parce qu'il a envie d'être intime avec sa maman, selon le complexe d'Édipe, expliqué par Freud, ils disent que les Africains n'ont pas ça. Parce que les Africains sont des êtres nés dépendants et qu'ils préfèrent être dépendants jusqu'à mourir. Il y a un certain Manoni, un théoricien français, qui a parlé des Malgaches. Il a dit que le Malgache souffrait, n'est-ce pas, de la névrose, de l'abandon. Que le Malgache est né dépendant et il veut être dépendant jusqu'à la fin. Et donc, l'indépendance ne devait pas lui être octroyée parce qu'il va en souffrir. Il ne la veut pas. Donc, je dis tout cela là pour resituer le contexte, n'est-ce pas, de cette façon d'infantiliser l'Africain jusqu'au point où on pense que c'est seule l'armée française qui peut sauver l'Afrique. Et nous disons que, oui, à la France, nous lui disons merci de ta gentillesse leurrée. C'est un leurre. La France n'a rien à protéger en Afrique que ses intérêts. La France n'a rien à foutre en Afrique que d'exploiter, de voler, de piller les ressources des pays où elle se trouve. Nous répondons aujourd'hui, je vais répondre à la place des chefs d'État de qui Macron attend sa réponse. Je vais tout simplement dire que nous ne voulons plus de l'armée française en Afrique. Elle n'a qu'à plier bagage, elle n'a qu'à rentrer et advienne que pourra. Je vous remercie. Merci, professeur. Alors, de l'autre côté, Madame Kondo, je pense que vous avez écouté le professeur. Il a mentionné le président français aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Le président français a un sommet. Je veux parler donc de M. Macron qui conditionne le maintien de la force Barkhane à une clarification du Sahel. Il demande donc qu'on leur dise exactement si il faille que la force Licorne, sinon les Français restent au Mali ou bien s'en aillent. Alors, madame, pour répondre à cette question, qu'est-ce que vous en dites? Merci de me passer la parole. Pour tout commencer, je dirais que M. Macron est amnésique. M. Macron ne sait vraiment pas de quoi il parle. Parce qu'on a suivi son dernier discours quand il disait qu'il va attendre. Il a dit, j'ai convoqué les chefs d'État africains pour qu'ils viennent nous dire ou alors clarifier leur position, ce qu'ils entendent par leurs propos ces derniers jours. Et en même temps, si ils veulent que la France se désengage, oui, il faudra que... Oui. Allez-y, madame, on vous écoute, hein? Oui, il faudra que... il a dit, il faudrait que les Africains ou alors ces pays-là prennent leurs responsabilités. En cas de quoi? Nous sommes Africains. On a nos valeurs culturelles, on a nos valeurs sociales. Quand on voit quelqu'un qui a notre couleur, surtout pour ce que nous avons suivi jusqu'à ce jour, quand on voit quelqu'un qui a la même couleur que nous, automatiquement, on dit que c'est l'un des nôtres.
les forces licornes ou bien les bases françaises dans nos pays. C'est pourquoi je voudrais que M. Macron soit quand même indulgent avec lui-même et avec la France. Parce que je ne vois pas ce qui va nous arriver entre nous Noirs, entre nous Africains, de faire appel à la France pour nous défendre. C'est bien qui sont dans nos pays. Je fais une la Riviera qui devait passer du côté du 43e Bima pour relier Bassam, c'est-à-dire tous les petits villages après Bordeaux, jusqu'à Bassam, à Boisseau et autres, sortis de la Côte d'Ivoire. Le trajet même des qui vivent en Côte d'Ivoire, ou alors précisément des Ghanéens, Béninois et Togolais qui veulent aller chez eux par la route, la France a dit non. Parce que depuis le pont, on a une vue du 43e Bima. Donc, pour des Ivoiriens et des Africains qui sont vraiment intéressés à défendre les intérêts de l'Afrique et des enfants d'Afrique, avec des jumelles, on peut savoir exactement ce qui se fait au 43e Bima. Alors voilà la France qui fait ce qu'elle veut. Mais entre eux et nous, les gens ont toujours dit que la France est un État voyou, et je vais le dire et le soutenir, et je m'inscris du côté de tous ceux qui ont eu à le dire. Parce que vous a cité une notion de notre terre, vous avez votre base pour cela, même quelque chose que nous voulons faire dans l'intérêt des peuples, dans l'intérêt de la population, vous posez votre veto, et depuis ce point-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les projets sont, je dirais même annulés. Parce que la marionnette, le poli piégé qui est là, qui se fait appeler Dramane Ouattara, puisqu'il ne veut plus qu'on l'appelle Alassane Dramane Ouattara, mais il dit qu'il est ado. Chers patriotes, chers parents, voici le problème qu'il attend. Pour dire que la France doit réviser ses cartes. Et elle n'a qu'à cesser de menacer les pays africains. Parce que la nouvelle génération, nos enfants et nos petits-enfants, ils sont tellement épatés quand on leur parle une autre langue, surtout l'anglais. Pour dire que la francophonie, là, c'est nous qui faisons la francophonie. Mais il est temps que les pays africains revoient ce qu'ils veulent adopter comme langue officielle dans les écoles. Merci madame, merci encore une fois de plus. On va aller du côté de notre ami qui est au téléphone avant de prendre Marcel. Alors on a quelqu'un au téléphone. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est Mamadou. Bonjour monsieur. Alors bonjour. Présentez-vous monsieur. Hey, je m'appelle Mamadou Koulibaly. Actuellement, je suis à Orlando, mais je suis de Minneapolis. D'accord, merci Madou Koulibaly. C'est un honneur pour nous de vous accueillir au téléphone. Alors, nous sommes en train de parler du Mali. Et le thème d'aujourd'hui, la France aurait-elle organisé la guerre au Mali pour s'accaparer les richesses du sous-sol? Alors, la question que nous nous posons depuis un certain moment, il y a eu des djihadistes, la France s'est installée au Mali pour pouvoir un peu rectifier ces djihadistes, mais jusqu'à preuve du contraire, le Mali continue d'être endeuillé. Alors, mon cher Koulibaly, quel vaut l'honneur de ce que vous connaissez réellement de cette histoire du Mali? Bon, moi je pense qu'en 1993, quand la France est intervenue au nord du Mali, c'était pour ce qu'on nous a dit. C'était pour arrêter la descente des djihadistes au sud du Mali. Et puis le gouvernement français dit que leur intervention a été faite. C'était une demande du gouvernement malien. Bon, en tant que Malien, je vais être très clair. Il n'y a jamais eu de djihadistes au nord du Mali. Je vais être clair. Les Français ont créé ces djihadistes
avec les indépendantistes. C'est eux qui ont amené ces djihadistes au nord du Mali. Qu'on soit clair. Avant 92, on avait des mouvements politiques, des problèmes sociaux au nord du Mali. Les gens voulaient une certaine genre décentralisation et puis même certains réclamaient une autonomie. Mais on n'avait jamais vécu un problème de djihadistes au nord du Mali. OK? Le problème au nord du Mali, ça date des années... On a eu une guerre en 1960, on a eu une guerre en 1990. Et puis ensuite, on a eu ce problème avec so-called djihadistes, alors qu'il n'y a pas de djihadistes au Mali. La France a créé... Je vais t'expliquer ce qui s'est passé au nord du Mali. Ils sont partis voir les Maliens Touareg qui combattaient en Libye et qui faisaient partie intégrante de l'armée libyenne. Sarkozy les a bien dit, il faut venir au Mali, je vais vous créer un État, arrêtez de vous battre contre l'OTAN en Libye. Ils les ont bien armés, ils sont venus au nord du Mali, et puis je te dis la vérité, il n'y avait pas une armée au Mali, parce qu'en 1990, Alpha Omar Konaré a détruit l'armée malienne, carrément. Depuis le départ de Moussa Traoré, il n'y a pas eu d'armée au Mali. Quand on regarde le budget national de 90 jusqu'en 92, ça ne représente même pas 2% du PIB du Mali. Comment tu peux développer un pays avec 2% du budget militaire? Jamais de la vie. L'économie, toute économie, je vais dire seulement si tu veux l'économie, comme Bago l'avait dit dans le temps, un pays fort doit être assis toujours sur une puissance militaire. Ça veut dire qu'il faut mettre 15% de ton budget ou même 10% dans le budget militaire. Donc tu peux te développer en fonction de ça. Donc je vais revenir toujours sur cette histoire de djihadistes au Mali. Tu sais, au Mali, c'est très compliqué. Quand on regarde la composition structurelle sociale même des gens du Mali, les MLA qu'on parle, ou le mouvement de libération de l'Azawad, comme certains d'entre eux appellent, ils vivent à Kidal. En 92, quand j'ai regardé le census de la ville de Kidal, il y avait 33 000 habitants. Le nom Kidal, là, les gens pensent qu'il y a plus de 1 million de Maliens qui vivent à Kidal. Non, il y a 33 000 personnes qui vivent à Kidal. Parmi ces 33 000 habitants, tu peux trouver à peu près une dizaine d'ethnies complètement différentes. L'ethnie majoritaire, Touareg, est pro-malien. L'ethnie minoritaire qui croit supérieure aux autres ethnies de Kidal, ceux qui réclament leur indépendance. Pourquoi ils demandent ça? Parce qu'avant 90 au Mali, on n'avait pas de démocratie. On donnait tous les pouvoirs à cette ethnie minoritaire au nord du Mali sur les autres ethnies du nord. Donc quand on a eu démocratie en 90, un homme, une vote. Donc ils sont plus puissants parce que c'est la majorité qui gagne. Donc ils ont perdu tout. Donc les gens ont dit que donc, ces gars-là, la rébellion est devenue un fonds de commerce au Mali. Chaque fois qu'ils n'ont pas d'argent, ils prennent des armes et puis ils font des bruits, on leur donne de l'argent et puis ils se ferment la gueule. Et puis chaque fois qu'on construit des écoles, on construit des dispensaires, c'est les mêmes gars qui viennent les détruire chaque fois. Alors qu'au Mali, qu'on soit clair, rien ne vient du nord pour aller vers le sud et le centre du Mali. C'est-à-dire que c'est l'État c'est la zone la plus welfare dans tout le Mali. Par exemple, quand quelqu'un paye une électricité au nord du Mali à 200 francs, tu vas voir au centre et au sud, là, quelqu'un va payer ça à 1000 francs. Tout ça, c'est des subventions de l'État pour essayer de faire calmer la tension. Je vais être très court, quoi. Je vais dire seulement que c'est une histoire très complexe à expliquer. D'accord. Tu vois, surtout dans une émission comme cela. Mais moi, mon autre intervention, c'était à propos du gars, là, comment il s'appelle, le président Macron. Quand il dit aux 3 ou aux 5 chefs d'État de venir clarifier leur position à Pau. Bon, les soldats Barkhane, ils n'opèrent pas en Mauritanie. Disons, prends le cas Mauritanie, mettons ça à côté. Ils opèrent au Mali, au Tchad, au Niger et au Burkina Faso. Moi, je pense qu'il est temps. Bon, sa manière de les inviter, franchement, ça fait mal.
Mais franchement, qu'on se dit la vérité. Le fils de Ibeka a le même âge que Macron, le président du Mali. Le président du Tchad, il a des enfants qui sont plus âgés que Macron. Donc si ces gens-là ne se respectent pas, parce que c'est des sous-préfets français, on se dit la vérité, ce ne sont pas des présidents. D'accord. C'est des gouverneurs. Donc il a le droit de convoquer ces gouverneurs, les dire ce qu'ils pensent. Mais actuellement, la société civile malienne, nous voulons seulement le départ de l'armée française au Mali. Comment vous comprenez? Un exemple, quand l'opération Serval est intervenue en 2013, il y avait plus d'histoires de djihadistes en 3 mois. 3 minutes. D'accord, je crois que vous allez passer Marcel, patientez-vous, on va revenir tout à l'heure à vous. D'accord, je crois que vous allez, M. Koulibaly, vous allez encore revenir, hein, parce que nous sommes en train de commencer le débat. Est-ce que vous êtes en train de dire, hein, nous sommes beaucoup étonnés du fait qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de djihadistes au Mali et que c'est la France qui aurait fabriqué ces djihadistes. Et nous posons la question à quel prix. Alors Marcel, je pense que vous avez quand même écouté les uns et les autres et aussi l'intervention de Macron. Quelle est votre position? Oui, Serge, merci les panélistes. Et je dirais, et si aujourd'hui, si nous en prenons à Macron, à la France, mais nous les Africains, c'est nous-mêmes, la faute est à nous. La faute aux Africains, quand nous voulons aller au pouvoir, prendre le pouvoir, quand nous allons s'agenouiller à Macron de nous soutenir pour venir. Pourquoi aujourd'hui Macron ne peut pas convoquer? Tout à l'heure, mon frère Koulibaly disait que Macron est un jeune qui a convoqué tous ces chefs d'État. Mais ils sont venus quémander leur pouvoir en France. À la veille de chaque fois, les chefs d'État et les émissaires qui passent avec des balais qui vont demander la bénédiction de la France. Prenons comme peut-être le Togo l'année prochaine, en 2020. Fogna Singbe qui bec et ongle est en train de quémander l'audience à Macron. Macron n'a-t-il pas le droit de lui faire la morale ou de le convoquer? Nos chefs d'État africains là, que Macron a convoqué, Macron pouvait se déplacer, aller en Afrique, en Côte d'Ivoire, dans un autre pays. Mais il les a demandé de venir. Et aux frais de qui? Aux frais du contribuable africain. Quand nous-mêmes, pour même une aiguille, nous sommes incapables de fabriquer une aiguille. Nos chefs d'État là, tous, quand tu le vois la majorité, ils sont des milliardaires, des multimilliardaires. Ils sont incapables de même des usines. Ils sont incapables même d'armer même leur, comment l'appelle-t-on, leur armée. Leur seul problème, c'est armer la garde présidentielle, la garde pétrolière qui les protège. Vous voyez, le cas du Mali dont on parle, on nous a dit en 90, comment est-ce que l'armée, les djihadistes ont pu vaincre l'armée, même si la France a fabriqué ces Touaregs. Mais en moins d'un mois, de 2 semaines, ils étaient presque arrivés dans la capitale. Ne serait-ce que peut-être la France qui a dû intervenir. Mais tout cela, c'est un système. Quand nous-mêmes, nous n'arrivons pas à former notre armée. Quand on me dit que dans un pays où l'armée, des gens prennent des machettes pour décapiter ou bien affronter l'armée, ça fait honte. Vous voyez, des choses pareilles. Demain, la France va vous dire, bon, quand vous êtes incapable, je viendrai peut-être vous faire la sécurité. Et demain, quand ils vont commencer à exploiter nos minéraux, nous allons crier. Parce que vous-même, vous avez déjà fait un montage pour dire à la France que vous êtes incapable. Vous voyez, des choses pareilles. C'est que ça... Mais c'est comment est-ce que une grande armée qui va souvent dans des conflits, grands conflits, est incapable. Si c'est vrai qu'il y avait un groupe qui voulait... Mais ça fait honte. Regardez le cas de la Centrafrique. Le truc de la Centrafrique, ça doit arrêter. Mais c'est devenu une guerre ethnique. Les gens ne voulaient pas comprendre. Les gens qui sont de Touda et leur groupe là sont arrivés. Ils ont pris le pouvoir. On l'a chassé, on a remis une transition. Mais est-ce qu'il y a à calmer? C'est nous-mêmes, les Africains. Je veux être président. Je veux être président je veux être chef de leader. Je ne veux jamais passer le relais à mon voisin. Il faut que les Africains se réveillent.
Macron a aujourd'hui le droit de vous tirer les poings dans les narines. Aujourd'hui même, j'aurais quelque chose qui s'est circulé sur la toile. Ils ont bien dit, et je me demande si ce n'est pas les Français, ils disent oui, vous demandez, les Maliens demandent qu'ils partent. Mais quand ils vont partir en 48 heures, ces rébellions ou ces djihadistes vont arriver prendre le Bamako. Voilà, la bombe est lancée. Faut-il, vous voulez qu'ils partent et qu'ils prennent le pouvoir au Mali? Okay. Du moment où vous-même vous avez accepté les élections truquées de comment ça fait Keïta, le monsieur n'a pas gagné, on a trafiqué, on l'a accepté. Il est incapable, le monsieur est incapable. Moi, je plains seulement les morts qu'on fait, pas bien approprié les militaires. Mais aujourd'hui, est-ce que les militaires maliens, ils sont capables d'aller affronter ces gens sans l'armée française? Du moment la main malienne n'a même pas de matériel. C'est maintenant qu'on cherche à commander. Depuis que Keïta est arrivé, il était incapable même de fournir de l'armement à son armée. Mais quand tu es à la merci de la France, maintenant le monsieur il est bloqué, son peuple est soulevé, son peuple demain, il ne peut rien. Il ne peut rien aux Maliens. Si la France part aujourd'hui, comme je le dis, je ne fais qu'une répétition, le Mali, Bamako serait envahi, Ouaga serait envahi. Et peut-être le Niger, le Mali. Donc, il doit falloir que nous, les Africains, nous ouvrons les yeux. C'est nous-mêmes. Le fait de ne pas faire des élections truquées, qui n'a pas le droit d'être chef d'État, on le place, il aura toujours ses problèmes. Il doit falloir que notre lutte aujourd'hui, c'est lutter contre vous, demander à la France de ne plus intervenir dans nos élections. D'accord. Merci. Merci Marcel. Alors Koulibaly, patientez-vous de l'autre côté. On va tout à l'heure vous prendre. Alors professeur. Je vais répondre à une de ces trucs-là qu'il a dit. Quand il dit que si la France part aujourd'hui... Bah allez-y, allez-y. Ok, je vais essayer de répondre à ce monsieur-là, Marcel, très vite. La première chose, quand il dit que si l'armée française part aujourd'hui, que les djihadistes vont prendre Bamako, c'est pas vrai. Même en 1993, en 2013, on dit que les djihadistes vont descendre sur Bamako. C'était une guerre médiatique pour la France. Parce que la France voulait occuper le nord du Mali pour des raisons très spécifiques. Et puis il dit que quand les militaires français partent, qu'ils vont prendre Bamako, Ouagadougou et puis blabla Niger. Non, ils ne vont pas prendre... Tu sais que nous sommes un digue. Le Mali, le Burkina, là, nous sommes un digue. Quand notre digue là va tomber, ils vont même prendre Conakry et Dakar. Ça, je vous dis la vérité. Donc, il est temps que les soldats de la zone CEDEAO et de la zone IMOA commencent à envoyer des troupes au nord du Mali pour essayer de contenir ces gars-là. Parce qu'actuellement, il y a un mur. C'est le mur Mali-Burkina. Si le mur Mali tombe jusqu'à Bamako, la Guinée et le Sénégal vont tomber en même temps. Si le digue du Burkina tombe, ils vont rentrer par la Côte d'Ivoire et puis ils vont entrer au Togo. Donc, au lieu de parler, on est là à parler de la France, des trucs comme ça. Pourquoi ces pays, parce que prenons le Mali. Le Mali partage une frontière avec 7 pays. S'il y a un problème au Mali, la Côte d'Ivoire aura son problème, le Sénégal aura son problème, et puis la Guinée aura son problème, le Burkina pareil. Donc, on est d'envoyer nos troupes au sein des Nations Unies pour l'administration au Mali. Les dépenses militaires de l'administration au Mali, c'est 1 milliard par an. Alors que le G5 Sahel, on est en train de demander seulement 400 millions de francs CFA. Pourquoi ne pas prendre 400 millions au fonctionnement de l'administration et puis donner au G5 Sahel de monter sur le front, de se battre pour mettre fin à cette question djihadiste? Parce que cela n'est pas l'intérêt de la France. Dans l'intérêt de la France, on soit clair. Ce problème, ce n'est pas un problème malien, ce n'est pas un problème burkinabé ou nigérien. On nous a imposé un problème. Si ces gars-là n'étaient pas intervenus en Libye, il n'y aura jamais de djihadistes au Mali, au Burkina et au Niger. Donc si ces murs tombent, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Togo, vous aurez tous vos problèmes. Parce que nous, on est là d'abord à contenir. Si nous, on n'arrive pas là, tout le monde aura son mot à dire dedans.
D'accord. Je pense qu'on va répondre à ces préoccupations. Et je voulais rappeler que vous connaissez bien le Mali. Et nous sommes là pour trouver les solutions parce que ça fait plus de 5 ans que la France aujourd'hui est sur le sol. Alors Marcel, est-ce que vous voulez répondre avant qu'on aille chez le professeur ou bien Madame Kondo? Non, je peux lui dire, mais de toute façon, il me dit qu'ils ont les moyens, ça m'étonne, parce qu'aujourd'hui, je vois les militaires, oui, nous sommes combattants, mais est-ce que nous avons le matériel aujourd'hui pour combattre? On nous dit que oui, ce sont les gens fabriqués de la Libye. Mais il est temps que nous, Africains, nous puissions dire que l'affaire de Libye, Gaddafi, il a été tué longtemps, mais il faut reconstruire la Libye. Il paraît aujourd'hui, quand les armes, ça passe par la Libye. Mais soit on accepte que le général là, qui prenne la Libye et qu'on reprend à zéro. Mais si on laisse les trucs là encore pour faire passer les armes, et du moment aujourd'hui, au Togo ou bien au Nigeria, le président nigérian, il ferme la frontière pour des raisons économiques, c'est faux. Il paraît qu'il y avait des armes. Vous savez que le Togo est impliqué dans les trafics d'armes et de drogue. Il paraît que beaucoup d'armes traversent Lomé aujourd'hui pour le Nigeria, pour les Boko Haram. Et le Togo est professionnel à ça. Il y a des mains du père, il y a des mains jusqu'au fils. Non. Voilà les raisons. Aujourd'hui, les gens ont fermé les frontières pour toute une population, toute une région. Les gens ne peuvent plus faire leurs affaires à cause de cette affaire du Togo, de vendre des armes aux histoires parallèles. On met les riz, des sacs de riz, on met les armes en bas, on met les sacs de force pour tromper la vigilance de la douane, de la police. Voilà le problème. Des armes. Est-ce que nous avons les moyens aujourd'hui matériels pour pouvoir combattre? Pour moi, oui, la France est en train de nous exploiter. D'accord. Mais comment faire si nos chefs d'État n'ont pas eux-mêmes vendu leur territoire, leur minerai? Non, c'est vrai. C'est ça le problème. Marcel, est-ce que je peux intervenir pour 1 minute? Non, pour 1 minute, please. Seulement 1 minute. Pour parler des questions d'armes. Je n'ai plus le retour. Alors? D'accord. Si vous n'avez pas le retour, gardez l'écoute. On va essayer de vous retrouver tout à l'heure. Du l'autre côté... Non. 1 minute seulement. 1 minute. Pour parler des questions d'armes. Depuis 1992 au Mali. Non, on ne sait pas la parole. Ça, il faut passer la parole à d'autres. On a eu un... Non, je vais te répondre quand il s'agit des armes. C'est vrai, quand vous dites que nos problèmes en Afrique, c'est nos chefs d'État. Notre problème au Mali, c'est le gars au pouvoir. On a voté un budget au Mali depuis 2013. En 6 ans, les Maliens ont investi 1000 milliards de francs CFA. L'argent a été donné au gouvernement, ils ont volé. Les hélicos achetés au Mali, on a acheté des hélicos de combat avec la France. D'accord. Je pense que nous avons été coupés avec Koulibaly qui va peut-être revenir tout à l'heure. Koulibaly est là, moi je suis là. D'accord, allez-y. Donc, on a fait une loi de programmation militaire au Mali. Depuis 2013 à nos jours, déjà on a dépensé 1000 milliards CFA. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet argent? Argent liquide, payé par le peuple malien, sans l'aide de personne. Ils ont tout bouffé, ils ont volé, ils ont fait des surfacturations. Ils ont même acheté 2 hélicos de combat avec la France. Ok? Cash, liquide. Je te jure, les hélicos là sont montés 2 fois dans le ciel, ils sont descendus, ils ne sont jamais remontés encore, jusqu'à présent. Donc un pays en guerre, et regarde un pays en guerre, le Mali est parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. Le président du Mali, son salaire mensuel c'est 150 millions de francs CFA. Sa caisse noire c'est 15 milliards de francs CFA. Vous pouvez me dire que ce gars-là veut le développement du Mali ou veut lutter contre cette guerre au Mali? Le problème au Mali c'est un problème d'homme. Ibeka n'est pas le maître de la situation au Mali. En tant que ce gars-là sera au pouvoir, cette sous-région n'aura jamais de la paix parce que ce n'est pas un homme fort de caractère. Merci donc Koulibaly. Je pense que vous êtes de la diaspora et vous êtes bien organisé. Ce sont les solutions que nous cherchons aujourd'hui pour essayer d'aider un peu cette Afrique
qui continue d'être recolonisé, réexploité. Et en tant qu'homme de la diaspora, nous devions nous organiser pour venir au secours de cette Afrique. Alors, Madame Kondo, vous avez écouté vos amis et je voulais tout de suite vous apprendre pour un autre journal qu'on appelle Maroc Leak qui dit réellement que c'est Sarkozy, Filon, Juppé et puis le général Paga qui ont envoyé les djihadistes attaquer le Mali avec la complicité du président Amadou Toumani Touré. Madame, est-ce que vous avez quelque chose à dire au vu de ce que les camarades ont dit et au vu de ce que vous pouvez aujourd'hui proposer compte tenu du fait que le Mali doit trouver une solution pour quitter dans ce vacarme? Merci de me passer la parole. Pour tout commencer, j'ai tiré mon chapeau et j'ai dit merci à M. Koulibaly qui est intervenu, qui est vraiment intéressé et qui prend le temps de comprendre ce qui se passe dans son pays. Il a évoqué des points très importants et je pense qu'il le fait en connaissance plutôt de cause. Je rejoins M. Marcel aussi pour dire qu'effectivement nos problèmes viennent de nous-mêmes. Ils ont évoqué, M. Koulibaly a évoqué le problème du conflit sur le territoire malien en disant qu'il faudrait qu'on fasse appel à l'UMOA, à la CBAO et tout ça. Voilà encore une fois, je vais me prononcer. Le problème, il ne s'agit pas d'un problème qu'on doit confier ou alors d'un appel à faire à la CDAO ou qui que ce soit. La CDAO, c'est une bande d'amis, de clowns, de marionnettes, de valets de chambre qui ne font que s'épauler. Parce qu'un fait une bêtise, les autres le supportent. Et quand un autre fait la même bêtise, puisqu'on l'a supporté, on revient, on le supporte aussi. Regardez, on dirait qu'ils ont mangé le même plat et jusque-là, ils n'ont pas encore digéré. Et tous parlent de troisième mandat. Alors que dans leur constitution, ils savent très bien qu'ils ne doivent pas prétendre à un troisième mandat. Donc, ils sont dans le projet de réécrire, de modifier des articles. Comme s'ils dormaient tous dans la même chambre et on leur donnait le même air, c'est-à-dire le même vent pour respirer, donc ils agissent de la même façon. La CEDEAO ne peut pas régler ce problème-là. D'abord, même qui est derrière la CEDEAO, toutes les organisations sur le continent africain. Voici des chefs d'État qui pompent des milliards dans le pays, mais quand il s'agit de payer des cotisations, ne serait-ce que pour supporter des organisations sur le continent, pour qu'on ait cette autonomie, cette liberté-là de régler nos problèmes du continent à partir des enfants même et des dirigeants du continent, on ne peut pas le faire. Ils ont des milliards qui déposent à l'étranger, mais des modiques sommes pour supporter ces institutions, ils ne peuvent pas. Alors l'Union européenne vient financer l'Union africaine, l'Union européenne vient injecter de l'argent dans la CEDEAO, l'Union européenne s'en va intervenir dans des organisations sous-régionales ou bien régionales au niveau de l'Afrique de l'Est, des organisations de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire des pays de l'Afrique du Sud, je ne parle pas de l'Afrique du Sud en tant qu'État, mais tous les pays qui constituent la partie sud du continent africain. Mais si des gens vous financent, ils sont obligés, pour ne pas dire, vous êtes contraints de prendre leurs décisions. On avait fait des émissions sur le Togo. Quand la C14 devait aller rencontrer le président guinéen, qui servait de médiation, parce qu'à l'époque, il était celui qui représentait, il occupait la présidence de la CEDEAO. Mais ils sont partis, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai dit à cette même émission de Tempo Afrique TV qu'ils sont partis pour leur poser le problème législatif. Et ils ont accepté, ils sont venus. Ils sont repartis une autre fois, on leur a donné 30 millions. 30 millions pour plus de 14 partis politiques. Ils se sont contentés de ça, ils sont venus. Et j'ai même dit, ils n'ont pas cessé de tromper la population. Parce que les gens qui se mettent dans la politique, beaucoup parmi eux sont tellement contents d'être en costume et on leur tend le micro qu'ils s'éloignent même de l'idée principale. C'est-à-dire ce qu'ils ont mis dans leur discours de campagne.
pour que la population leur fasse confiance et la population leur accorde son suffrage plutôt. Et après, la population est trompée. Comment la législative, c'est dans la constitution togolaise que chaque 5 ans, il y a des législatives. Vous allez poser le problème de 3e ou de 4e mandat de fort, et à côté de ça, on vous parle de législative, vous vous contentez de ça et vous revenez. Mais vous avez trompé le peuple. Tous ceux qui étaient au sein de la C14, c'est ça. Et c'est la même chose aussi pour le Sahel. Moi-même, quand vous avez parlé de cette émission sur le Sahel, je me suis dit, je vais poser la question à tous les Africains et à mes frères panélistes. Dans les statistiques, tous ces pays dont vous parlez sont tous considérés comme les pays les plus pauvres de la planète. Mais pourquoi ils s'intéressent? La France a des chômeurs. La France a ce qu'on appelle le FDF, sans domicile fixe. La France a des clochards. On les a vus qui mangent dans les poubelles des restaurants. Avant la fermeture des restaurants, quand on vit tout dans les poubelles, ils s'en vont ramasser pour manger. Mais tous ces pays que la France et les Européens citent, et les alliés de l'OTAN citent à tout moment que ce sont des pays pauvres. Vous avez vu combien de personnes manger dans des poubelles en Afrique? Les gens normaux n'approchent pas les poubelles parce qu'ils savent que c'est sale, ce qui est dedans, je ne dois pas toucher. Nous sommes pauvres, mais personne ne dort dehors. À part ceux qui veillent sur les marchandises dans les marchés et encore ceux qui gardent les gens qui ont les moyens pour engager des gardiens. Mais quand même, que ce jeu-là s'arrête. Prenez l'Inde, prenez le Pakistan. L'Inde fait partie des pays les plus pauvres. Mais l'Inde a la bombe atomique. Vous n'allez pas me dire qu'on fait une bombe atomique avec un coup d'épée magique. Ils ont investi, ils ont fait des recherches. Nous sommes aujourd'hui aux États-Unis. Moi, je travaille dans le service de la radiologie. Tous nos radiologistes, tous nos radiologues, la grande majorité, à plus de 60%, sont des Pakistanais ou des Indiens. Vous aussi. Les Africains n'ont qu'à arrêter de se comporter comme si ils n'ont pas de personnalité. Finançons nous-mêmes nos institutions. Comme ça, nous pouvons prendre les décisions dans l'intérêt de nos enfants et de nos petits-enfants. Que cela cesse. D'accord. Ils nous ont envoyés à l'école. C'est pourquoi. Mais montrons-leur qu'on ne savait pas lire et écrire, mais on n'était pas bêtes. Cette démocratie dont ils parlent, nous avions adopté la démocratie, nous avions la religion, c'est-à-dire on croyait en quelque chose. Quelqu'un qui est au-dessus de nous, à qui on demandait quelquefois d'exaucer nos prières. Et ils ont envoyé leur Dieu bidon là. Ils ont fait quoi? Pour endormir le peuple. Le problème du Mali, pour ce qu'on fait aujourd'hui, pour ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, je dirais à mon frère Koulibaly que les Burkinabés se sont tapés la poitrine, disant qu'ils sont producteurs de café cacao. Pour vous dire que vous dites que le Burkina et le Mali sont une digue. Ok, mais à partir de la crise de la Côte d'Ivoire, les impressions et nos comportements vont changer désormais. Parce que quand cette frange de valets et de majordomes va quitter, la nouvelle génération-là, comme les Américains disent, they know better. D'accord. D'accord, merci madame. Je pense qu'on va essayer de pouvoir, en tout cas, trouver quelques solutions à ce problème du Mali. Ce n'est pas du tout facile. Cela fait beaucoup d'années que le Mali aujourd'hui est en train de souffrir. Mais on ne fait que parler de ce Mali. Et je voulais vous dire tout de suite que le Mali a une zone plus riche. Je dis bien le Mali. Le sol malien est le sol le plus riche de ce monde. Nous avons uranium, diamant, pierres précieuses. Nous avons aussi bauxite. Nous avons le cuivre, marbre, gypse, kaolin, phosphate, plomb de zinc, lithium. Et ça continue. Et nous voyons aujourd'hui pourquoi est-ce que cette zone est plus d'occupation. Alors, Marcel, quelle solution pourrons-nous proposer aujourd'hui pour permettre aux Maliens de rester, en tout cas vraiment, dans la paix? Parce que jusqu'au 16 décembre qui arrive, Macron va croiser les 5
les 5 du Sahel, les 5 pays du Sahel, pour trouver une solution. Est-ce que les chefs d'État vont accepter la France sur leur sol ou bien garder la France pour continuer d'être pillés et parler encore du djihadisme? Parce que Koulibaly l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de djihadistes. Et ces djihadistes sont fabriqués par la France. Marcel. Oui, Serge, moi, j'aurais préféré, parce que si vous vont aller brutalement pour faire sauter la France, pour dire aux Français, quand ils vont plier le bagage, nous aurons des problèmes plus qu'on le pense. Je préférerais que nous négocions. Je préfère que la population malienne s'attaque peut-être au chef de l'État que de s'attaquer aux Français. C'est lui, le chef d'État, qui a signé les accords. Les accords n'engagent que le signataire, qui est Keïta. Les accords n'engagent que de laisser encore la base militaire en Côte d'Ivoire, n'engagent que Ado. Les Français qui interviennent à Lomé, les engagements font Nyassimbe, qui veut faire encore un troisième mandat. Alors tous ces chefs d'État, comme on l'a dit à ma soeur, ils veulent faire encore un troisième mandat. Il doit falloir que les peuples se soulèvent contre ces chefs d'État. Ne serait-ce que les nouvelles générations de chefs d'État, nous avons dit déjà dans un de nos débats ici, il faut une nouvelle génération pour l'Afrique. S'il s'agit de ces chefs d'État qui ont déjà coûté au pouvoir 5 à 10 ans, ils ne peuvent rien faire devant Macron. Ils auront demain là-bas, ou bien le 7, les bouches cousues. Ils ne trouveront aucune solution. Plutôt, ils leur donner encore le pouvoir à Macron. Je préférais qu'on négocie, que le peuple nous-mêmes, nous soulevons comme nos chefs d'État là, qui cherchent toujours, qui n'en finissent pas. Parce que chaque fois, ils nous parlent que oui, ils sont en train de lutter, mais ils ne luttent jamais. À part le Niger qui fait des efforts que moi je vois. À part le Niger et le Burkina, aujourd'hui là, on nous parle de tout les 7 Mali là. Moi je pense qu'il ne faut pas des efforts. Même ça arrange le tout là, comment l'appelle-t-on, Ado. Il peut nous dire, oui, le Mali est son pays frontalier, oui, ça chauffe là-bas, si je pars du pouvoir, bon, la guerre peut reprendre en Côte d'Ivoire, et puis tu vois, même le Mali, je pense que c'est une stratégie. Pourquoi tout le truc là, ça chauffe ces derniers temps, à la veille de 2020? N'est-ce pas une stratégie pour dire au chef d'État, pour dire à Macron, oui, monsieur le Président, tu sais, quand nous allons partir, il y a le troisième mandat, mais aidez-nous à rester, sinon, si nous partons là, l'Afrique, ça va brûler, les histoires vont prendre, on ne peut pas maîtriser l'armée, c'est nous seuls qui avons les moyens de maîtriser notre armée, mais c'est impossible. À nous maintenant de lutter contre nos anciens présidents là, qui partent. C'est une nous aimons les nouvelles générations. Voilà. Moi, je pense que c'est la solution que moi je... D'accord. C'est une solution que vous avez donnée. On va aller du côté du professeur. On était tout à l'heure coupé avec le professeur. Alors, professeur, je pense que vous avez suivi. Il y a aujourd'hui les chefs d'État qui vont aller de l'autre côté à Pau pour pouvoir clarifier leur position vis-à-vis de ce qui se passe. Est-ce qu'ils vont rester avec la France? Est-ce que la France va rester sur leur sol? Alors, professeur, nous avons besoin de solutions pour essayer quand même de décrypter cette crise qui se passe au Mali. Qui est comme ça? Mamadou, tu es en direct. Hein? Alors, professeur. Non, moi je suis toujours en ligne. Bonjour. Comme on l'appelle, Marcel propose on s'attaque plutôt au chef d'État africain. Bon, il n'a pas tort, mais il n'a pas aussi raison. Pour clairement dire que oui, il faut s'attaquer aux deux malfrats. Et ce chef d'État et la France sont des malfrats. On ne peut pas laisser combattre un et laisser l'autre. Il faut les attaquer à la fois. J'aurais voulu proposer que on puisse suivre la sagesse africaine qui nous demande d'agir ainsi. Lorsque l'épervier vient s'attaquer à vos poussins, au lieu d'aller corriger vos poussins devant l'épervier, parce qu'il va profiter pour s'en servir, il faut éloigner l'épervier avant de ramener les poussins à la maison pour les sermonner. Mais dans le cas actuel de l'Afrique, je pense que l'épervier et les poussins doivent être sermonnés sur la même place, à la même place, là où les faits se produisent. Donc, je pense que la responsabilité
de Keïta, le président malien, est totalement clair dans cette affaire, puisqu'il a signé d'accord avec la France pour pouvoir être imposé comme gagnant des élections qu'il n'a jamais gagné. Et donc, qu'est-ce que la France a promis? N'est-ce pas? Donc, le problème, je vais vous raconter une histoire. Le problème de Koulibaly, de Keïta, du président malien, maintenant, c'est quoi? C'est que la France ayant tout fait pour l'imposer aux Maliens, à chaque fois qu'il y a quelque chose, la France rappelle au président, tu te souviens, on t'a aidé à gagner les élections. Quels que soient les cas, c'est le mot qu'on dit, tu te souviens, je ne veux pas trop te demander, tu as déjà satisfait cette demande-là, mais entre-temps, n'oublie pas que nous t'avons aidé à gagner les élections. C'est ce que la France utilise pour pouvoir narguer ce président, et là, il est impuissant. C'est pourquoi moi je dis que nous connaissons le voleur, nous connaissons le complice. Il faut arrêter les deux et les juger ensemble, parce que sans l'un, l'autre ne sera pas là. Donc c'est déjà qu'il faut, n'est-ce pas, qu'il faut sermonner au même moment. Il ne faut pas laisser un et puis dire, bon, il faut s'attaquer à l'autre parce que l'autre, n'en est rien. Non, les deux se complètent. C'est pourquoi les deux, en même temps, nous demandons aux frères maliens, non seulement ils doivent protester contre leur président, mais ils doivent aussi protester contre la France, que tout le monde a reconnu coupable de tout ce qui arrive au peuple malien. Le président malien, lui, n'est qu'un simple complice, mais il ne faut pas le laisser. Il est complice de ce qui arrive aux Maliens, mais la France, c'est elle qui est en train de commettre ce qui arrive au Mali, maintenant sur le Mali, et c'est tout. Donc les deux sont des coupables et qu'il faut régler les comptes aux deux, au lieu de laisser un et bon s'attaquer à l'autre, parce que là, on n'aurait pas servi la justice, parce que il faut la servir aux deux. Les deux sont responsables, ils sont coupables, et la France et le chef de l'État malien, parce que les deux bénéficient en tout cas de ce désordre-là. Lui continue par régner contre le gré des Maliens, et la France continue par exploiter le sol malien contre le gré des Maliens. Vous voyez que c'est un dénominateur commun. C'est toujours les Maliens qui perdent. Donc c'est pourquoi moi je pense qu'il faut rapidement crier sur les deux pour leur demander, n'est-ce pas, de cesser leur comportement qui n'honore pas les Maliens et qui n'honore pas à tout le monde. Même les Français ne seront pas contents. Les Français ordinaires ne sont pas contents quand on crie le nom de la France tous les jours. Et c'est elle qui est responsable de tel, c'est elle qui est responsable de tel. Ils ne sont pas contents. Alors, nous appelons aussi leurs amis français qui pensent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que leur gouvernement fait, de se joindre aux Africains pour qu'ensemble on puisse crier sur les deux groupes qui sont en train de retarder l'Afrique, qui sont en train de maltraiter l'Afrique, qui sont en train de, ridiculiser les paysans africains à longueur de journée. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci professeur. Alors, revenons rapidement dans ce studio avant d'aller de son côté, depuis sa position sur Madame Kondo. Alors, je suis ici dans mon studio avec mon cher ami Kenao, qui vient à peine de faire sa rentrée. Alors, Kenao, ouais. Je pense que vous connaissez le problème malien. Ouais. Nous savons qu'il y a depuis fort longtemps qu'on parle de ces djihadistes et que la France a continué de sauvegarder les intérêts du Mali, mais cela persiste. Et les Maliens, à longueur de journée, sont en train d'être tués et ne cessent pas de connaître, en tout cas vraiment, l'insurrection totale de la rébellion. Alors aujourd'hui, ce qu'on propose, M. Macron va croiser les chefs d'État à Pau, c'est au Burkina Faso, ouais, pour essayer de demander aux chefs de clarifier leur position si la France doit rester encore dans le Sahel ou pas. Alors, quelle solution vous pouvez proposer à ces chefs d'État, M. Kenao? Bien, je vous remercie, Serge Niawa. Je remercie tous les panélistes. Je vous ai suivi depuis la maison, j'ai vu les positions des uns et des autres. Tout ce que je peux dire, c'est que les chefs d'État n'ont pas à clarifier leur position. Ils n'ont pas. C'est question de volonté. La France n'a pas demandé à un chef d'État africain ou au chef d'État africain au cours d'un sommet de créer les djihadistes. La France a décidé de créer, d'elle-même de créer les djihadistes et elle les a créés.
Ce n'est plus maintenant aux chefs d'État de clarifier leur position. Soit les chefs d'État décident qu'ils sont chefs d'État et ils disent à la France, retire tes djihadistes, ou ils font toujours les courbettes. Mais le problème n'est pas là. Le grand problème, c'est que les pays africains n'ont pas une force, pour contre-attaquer. Il n'y a pas de contrepoids. La France à elle seule ne pouvait pas dégager Gaddafi. La France à elle seule ne pouvait pas dégager Gbagbo. Et voilà que c'est cette petite France-là qui domine tout un continent. Et on me parle de la France. Donc moi je demande tout simplement, pour que le djihadisme cesse au Sahel, que l'Afrique ait un contrepoids. Et ce contrepoids, il n'est d'autre chose que une armée solide ou quelqu'un plus fort que la France derrière les pays africains du Sahel. C'est simple. Alors quelle est cette position? Quelqu'un plus fort, un contrepoids? Un contrepoids. C'est-à-dire que l'Afrique trouve un contrepoids. Il ne s'agit pas de me parler d'une quelconque élection ou d'un quelconque président. Il n'y aura jamais, sans ce contrepoids-là, il n'y aura jamais un chef d'État africain qui puisse tenir tête à la France. Il n'y aura pas. Nous tous qui parlons aujourd'hui, il suffit qu'on nous élise ou qu'on nous nomme président dans un quelconque pays africain, nous ferons la même chose. C'est faux. Monsieur Marcel, vous serez le premier même à courir derrière la France, venir nous déposer votre armée pour me protéger. Vous serez le premier à le dire. Nous parlons, c'est très facile de parler. C'est très facile de rester derrière les micros, derrière les caméras pour parler. La géopolitique, c'est autre chose. Et il ne faut qu'une force plus forte que la France pour que la France se taise. La preuve, Gaddafi seul était suffisamment puissant pour tenir tête à la France. Elle a fait appel à l'OTAN et aux États-Unis. Mais vous autres, des pays comme le Togo, le Mali, qu'est-ce qu'ils peuvent faire devant la France? Même la volonté du peuple ne fera rien. Puisqu'on se sert des mêmes Togolais, des mêmes Maliens, des mêmes Sénégalais pour détruire ceux qui veulent lutter contre la France. On vous dira que ce sont des intellectuels issus de telle université, que ce sont des spécialistes de quelle économie, de quel quoi. Et c'est ceux-là, à ceux-là on fait un lavage de cerveau. Eux, ils descendent sur le terrain, en Afrique, pour faire encore le lavage de cerveau à cette demi-lettrée-là. Et maintenant, la France s'installe. Et quel président? Regardez le Bénin. Ce talent qui veut essayer de tenir tête à la France, tous les Africains crient qu'il ne fait pas bien, qu'il a déçu la démocratie. Je m'arrête là. Donc je vous dis qu'il nous faut en Afrique un contrepoids pour chasser ces vautours-là de l'Afrique. D'accord. Je pense que on va d'abord aller du côté de madame et puis le professeur qui ne voulait pas qu'il ait un contrepoids que l'Afrique doit faire sommet va décider donc. Alors, madame, vous allez d'accord essayer d'attendre un peu. On a un coup de fil, donc vous nous attendez. Mais je voulais préciser tout à l'heure que l'effectif des Français aujourd'hui sur le sol malien, cela fait 4500 militaires français mobilisés. Nous avons aussi que plus de 830 véhicules militaires, dont 300 véhicules logistiques, 260 blindés lourds et 210 blindés légers. Et on a également 19 hélicoptères, 7 avions de chasse, 6 à 10 avions de transport et 3 drones. Alors, merci encore une fois de plus. Monsieur Koulibaly, on nous signale que vous êtes encore au téléphone. Est-ce que vous voulez intervenir? Soyez un peu court. 2 minutes parce qu'on n'a plus assez de temps. Non, en fait, moi je vais intervenir sur 2 points. Pourquoi on n'arrive pas à appliquer l'accord signé entre le gouvernement malien et les... Oui, mais monsieur Koulibaly, il y a longtemps que nous connaissons ces accords. Quelles sont les solutions que vous proposez aujourd'hui en tant que Malien? Nous avons besoin de solutions que vous proposez aujourd'hui. Bon, en tant que Malien, moi je vais être clair. En tant qu'IBK est au pouvoir au Mali, on ne peut rien faire. Parce que IBK est français de nature, ok? Donc,
le gars, il ne se sent pas malien. Tout ce qui se passe au Mali, imagine un pays en guerre. Non, c'est vrai. Il est français, il n'est pas malien. Il a la nationalité française. Non, on se dit la vérité. Comment un pays comme le Mali, qui est parmi les 25 pays les plus pauvres au monde, l'IBK, son salaire, c'est 150 millions de francs CFA par mois. Il a 15 milliards de francs CFA dans sa caisse noire. Ok. En 6 ans, avec nos maigres ressources, on arrive à mobiliser 1000 milliards de francs CFA pour équiper notre armée. Ils sortent, ils vont acheter des vieux équipements, des surfacturations et autres. Tu vas me dire qu'un vrai Malien peut faire ça à son peuple? La solution que moi je propose, le problème au Mali, c'est IBK. Il n'y a pas d'autre problème. Si IBK part aujourd'hui, là, on va amener quelqu'un qui peut gérer le Mali, mieux que lui. Mais IBK a dit qu'il ne va plus se représenter. Non, nous on s'en fout de ça. On t'a donné un bateau. Le bateau sombre dans l'eau. Mais tu es commandant, tu n'arrives pas à sortir. S'il y a d'autres commandants au bord, on va chercher d'autres commandants à venir faire sortir le bateau. Ça c'est l'histoire du Mali. Le gars ne peut pas rester au pouvoir. Le gars doit partir. Il faut un nouveau président au Mali. S'il ne peut pas ça, on fait une conférence nationale, on met un gouvernement d'union solide en place qui gère le pays, il sera président sans pouvoir. D'accord. Et que ce gouvernement va gérer le Mali. C'est la seule solution. Le gars ne peut pas gérer le pays là. D'accord. Merci Koulibaly. Je pense que on va vous avoir spécialement dans l'émission Vérité face à face pour essayer quand même de nous donner encore beaucoup plus de précision sur ce que vous voulez faire. Alors Madame Kondo, nous sommes toujours sur les solutions. Le Mali a besoin vraiment de cette diaspora qui va essayer de l'enlever là où elle est aujourd'hui. Je veux parler donc de ce pays qui a souffert de tant d'années. Madame Kondo, est-ce que vous êtes avec nous? D'accord. Madame Kondo n'est pas avec nous. Je vais aller du côté de professeur avant de revenir dans ce sujet. Alors, professeur, quelle est cette solution que nous pouvons proposer? Parce que vous avez quand même parlé de la fois dernière qu'il ne faut plus faire, comment on appelle, faire appel à un contrepoids, mais il faudrait que nous prenions nous-mêmes nos responsabilités. Professeur, vous avez 2 minutes. Oui, ben, nous n'allons pas toujours être ceux-là que d'autres vont venir protéger. Et ça fait quand même 60 ans qu'on s'est affranchi. Et nous avons des talents, nous avons des moyens pour pouvoir nous protéger nous-mêmes. C'est la volonté qui manque au niveau de ceux-là qui se forcent à être nos dirigeants. Quand quelqu'un te dit, je sais que tu ne veux plus que je sois au pouvoir, mais je vais être président par force. Je vais sortir des militaires pour te mater pour que je sois président. Bon, si on ne cesse pas de penser comme ça, on aura toujours peut-être envie de dire que c'est l'autre qui va venir nous sauver. Et donc les autres États que nous attendons pour venir être nos sauveurs, c'est parce qu'ils ont changé la façon de voir les choses et nous sommes là, la France dont nous parlons. La France aussi a vécu sous des dictatures, sous des régimes, je ne sais pas, qui sont plus, je sais pas, durs que ce que nous connaissons, mais à un moment donné, les gens se sont conscientisés et ils ont dit il faut cesser, n'est-ce pas, de mépriser ses prochains et faire en sorte qu'on puisse permettre aux gens qui ont des talents, n'est-ce pas, venir gouverner. Bon, nos pays, la solution, c'est qu'il faut que nos pays comprennent que, même les présidents qui sont là comprennent qu'ils ne sont pas des demi-dieux, ils ne sont pas des dieux. Ils sont des gens ordinaires comme nous, qu'au lieu de se forcer à utiliser la force de l'intelligence de la force, il faut quand même utiliser la force de l'intelligence. C'est ce qui manque sur nos présidents et ils nous fatiguent. Et donc, tant qu'on aura des chefs d'État qui savent qu'ils n'ont pas de légitimité, mais qui veulent gouverner, quel que soit le cas, on ne pourra pas avoir de solution pour nous protéger. C'est eux-mêmes, au contraire, qui vont créer l'insécurité dans leur pays pour pouvoir justifier leur maintien
par la force. Donc quand vous avez des situations comme ça, où est-ce que vous avez trouvé des solutions? Alors, la solution, c'est que nous demandons vivement que ces Africains-là soient au moins conscientis, qu'ils deviennent plus responsables et qu'ils cessent, n'est-ce pas, de se comporter comme des enfants à longueur de journée. Et en ce moment-là, les têtes africaines, les talents africains qui sont là cachés, qu'on pousse dehors, on pousse hors des frontières parce qu'ils sont gênants, qu'on leur permette de revenir dans le pays pour pouvoir aider à créer ces conditions-là pour que l'Afrique puisse se protéger elle-même, pour que les pays, par exemple le Mali, a des gens qui sont capables de proposer des solutions. Mais aujourd'hui, vont proposer ces solutions, on va seulement rejeter ces solutions parce qu'ils viennent des gens qui ne sont pas pour la façon dont le pays est géré, qui ne sont pas pour l'ingérence de la France. Vous avez vu que la fois passée, Salif Keïta, qui n'a jamais parlé politique, qui n'a jamais été connu comme un homme politique, a été obligé, n'est-ce pas, de crier son ras-le-bord pour dire assez à la France. Quand vous voyez des situations comme ça, normalement, le président malien devait comprendre que, franchement, il faut tirer les conséquences de cela et pouvoir, je sais pas, écouter le peuple. Du moins, mon frère parlait d'un mouvement de transition qui devait essayer de remettre les pendules à l'heure. Je supporte, n'est-ce pas, cette démarche-là. Parce que, actuellement, au Mali, le pays n'est pas gouverné. Alors, il faut qu'il soit gouverné. Et donc, il faut mettre une transition en place avec ce président-là qui sera là comme, je sais pas, à titre honorifique. Et puis, les gens qui sont capables viendront faire le travail et c'est comme ça que le Mali trouvera une solution. Et une de ces solutions-là, c'est le départ pur et simple de cette armée coloniale-là sur de la terre malienne. C'est tout ce que nous voulons. Elle est là, on vient l'assassiner, donc il n'y a pas de différence. Alors que les dépenses sont encore effectuées au nom, n'est-ce pas, de ce maintien d'ordre-là. Alors, qui trompe qui? Qu'elle s'en aille et les Maliens vont se prendre en charge. D'accord. Merci, professeur. Je pense que les Maliens vous réclament en vérité face à face dans une émission spéciale où vous allez encore décrypter cette situation et proposer encore beaucoup de solutions. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora compte sur ses élites. Alors, Kenao, votre dernier mot. Vous trouvez, Marcel, et puis je vais parler. D'accord, je pense qu'on nous signale qu'on n'a plus assez de temps. Alors, Marcel, votre mot de fin, rapidement. Oui, mon mot de fin serait de dire à Macron, président qui va rassembler ses chefs d'État à Pau, que ce n'est pas la peine de s'attaquer à moi, leader d'opinion, ni à Nathalie de le renvoyer. Ce n'est pas ça le problème. Je lui donne l'occasion de dire à ses chefs d'État, le 16 prochain, dire que ceux qui veulent tronquer l'histoire, les constitutions, ceux qui veulent faire encore les troisième mandats, que les peuples sont fatigués d'eux. S'ils ne partent pas, l'Afrique serait en évolution, l'Afrique occidentale serait en évolution. Ils seraient même incapables d'exploiter encore ces minerais, ces bauxite, ces histoires en Afrique. Parce que quand les Africains vont se lever, nous allons leur livrer une guerre, une guérilla, et Macron comprend que ce serait la fin. De grâce, qui demande à Franck Gnassingbé de quitter, à l'autre là, le Burkinabé, comment il s'appelle, à Fakonde, de partir bonnement, qui demande à Adro de partir, à tous ces chefs qui cherchent encore à s'accrocher au fauteuil pour le troisième mandat. C'est ça le problème de nous les Africains, qui vendent les armes qui ne servent pas nous notre problème, qui demandent, qu'il y a la calmie en Afrique, surtout en Afrique occidentale, en 2020. Que nous sommes fatigués, que les peuples sont révoltés, nous avons fait, les populations ont fait. Ils ne font que s'enrichir ces chefs d'État. Et les peuples s'approuvent. Voilà mon problème, mon dernier mot. D'accord. Merci bien, Marcel, pour votre mot de fin. Alors, revenons rapidement dans ce studio pour... Voilà. Alors, M. Kenao. Voilà. Mon mot de fin va à l'endroit de tous les peuples africains. Je voudrais que le peuple africain apprenne des autres peuples. Quand Yves Quénon parle de contrepoids, c'est tellement fondamental.
les États-Unis ont eu un contrepoids dans la révolution américaine. C'est la France qui a aidé, si vous ne le savez pas, c'est la France qui a aidé les États-Unis à être indépendants. Si vous ne le savez pas. Et les États-Unis aussi. Et les États-Unis aujourd'hui, attends, et les États-Unis aujourd'hui sont une grande démocratie. La Chine s'est développée sur le dos de la Russie. Le Japon, ce sont les États-Unis qui ont aidé le Japon à se reconstruire. Ce contrepoids-là, ce n'est pas un contrepoids définitif. C'est un contrepoids pour permettre au peuple africain de se prendre en charge, de changer tout, de chasser l'oppresseur, l'occupant, et de se diriger lui-même, de choisir librement ses présidents. Mais tant que nous n'allons pas chercher ce contrepoids-là, il y aura toujours des gens qui vont jouer le jeu de la France. Et ce que M. Marcel souhaite ne viendra jamais. Ce que M. le professeur souhaite, ça ne sera jamais arrivé. Plutôt, je demande à M. le professeur, je demande à M. Marcel de lutter pour qu'il y ait un contrepoids. Et ce contrepoids peut être fait par les Africains eux-mêmes. Comme ça, le peuple, le vrai peuple dont vous parlez, le vrai peuple dont vous vous réclamez, aura l'occasion de choisir son propre président. C'est comme ça qu'on fait la lutte. Et on ne fait pas la lutte en coupant les feuilles sur les branches. En coupant les feuilles, après on coupe les branches et on laisse le tronc. Les feuilles et les branches vont se repousser, M. Marcel. Alors, pour terminer, il nous faut un contrepoids de quelque nature que ce soit pour chasser l'oppresseur, pour chasser les gens, les occupants, et nous allons choisir notre propre président. Je vous remercie. Merci. Donc, je pense qu'on allait continuer ce débat. Madame Kondo, je ne sais pas si elle est en ligne. Hein? Madame Kondo. Je suis en ligne. Non, Madame Kondo, on avait quand même des problèmes de technicien pour vous avoir. Alors, votre mot de fin finalement. Parlant de contre-pouvoir, il y a eu le sommet Russe-Afrique. Et les développements même ont emmené Mme Nathalie Yang d'être expulsée de la Côte d'Ivoire. À l'heure où nous parlons, le contre-pouvoir peut commencer quelque part ailleurs, chez eux, et s'installer de façon très forte et vigoureuse sur nos terres. Si parmi eux, quelqu'un veut en découdre avec eux et régler ses anciennes palabres plutôt avec eux, nous pouvons nous allier à cette personne. On n'a rien à perdre. On a tout à gagner d'ailleurs en étant avec eux. Et comme ce sont des ennemis entre eux, entre parenthèses, s'il s'agit de la même politique que la Russie commence à adopter, eux-mêmes avec qui on a rompu les liens, seront les premiers à envoyer leurs journalistes pour faire des reportages et publier. Sur ce même plateau, on avait eu une émission où le professeur a dit, quand j'ai dit, il a parlé du dictateur Poutine, et j'ai dit que quand vous envoyez, vous fabriquez des opposants contre un régime, c'est normal que le leader de ce pays-là réagisse vigoureusement. Le professeur, je vais citer ce qu'il avait dit, il a dit « give me a break ». Aujourd'hui, voilà. Les opposants russes, c'est ce qui s'est passé. Ils ont reçu de l'argent de couverture, de l'argent pour faire des repas chauds et puis du café pour qu'ils restent dans la rue. Mais quand M. Poutine est au courant de ça, qu'il est mat, qu'est-ce que vous voulez? C'est la même chose qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Quand vous passez, la France passe par le Burkina, forme des gens pour venir attaquer notre régime. Aujourd'hui, nous avons des griefs contre les Burkinabés, contre le régime du Burkina, contre le pays. Parce que parmi nous, ceux qui ont perdu des parents estiment que c'est un peuple qu'on a accueilli sur nos terres, mais qui s'est comporté en ennemi. Vous voyez? Donc, même quand les gens parlent du panafricanisme, nous allons d'abord rassurer
protéger, encadrer nos parents, nos familles, avant de rejoindre tout le monde chez le chef, le grand chef du village qui est l'Afrique, pour défendre nos intérêts. D'accord. Quand vous avez parlé des chefs d'État qui ont signé des accords et que ça n'engage que. Mais vous n'oubliez pas que ces chefs d'État-là représentent des pays, représentent des administrations, représentent des gouvernements. Même s'ils ont signé des accords qui ne vont pas avec notre entendement, cela nous implique, à partir du moment où ce chef-là représente notre pays, c'est-à-dire ce chef d'État représente notre pays, donc les accords qu'il va aller signer, même si nous ne sommes pas contents, ça nous engage. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens crient leur ras-le-bol par rapport aux dettes élevées que M. Alassane Dramane Ouattara a contractées au nom de la Côte d'Ivoire, il sera quelque chose que les contribuables devront pouvoir. D'accord. Je pense que, madame, ça va faire l'objet d'un autre débat parce que nous avons appris que... M. a dit qu'il va pour un troisième mandat si les autres se présentent. Et il avait même dit qu'il se porte bien. Mais aujourd'hui, je dis aux Ivoiriens, ils devraient tous porter plainte contre le médecin de M. Ado parce que ce n'est pas ce qui s'est passé. D'accord. Dans les statistiques, quand vous avez fait un AVC, vous avez 30 à 45% de chances de faire un autre AVC. Merci donc, madame. On va essayer de vous laisser, madame. On va couper l'antenne parce qu'on nous signale que nous n'avons plus assez de temps pour continuer cette émission, pour donner le droit à l'antenne à une autre régie qui va essayer de continuer, madame. Nous sommes désolés, merci encore une fois de plus. Nous allons nous croiser la semaine prochaine, mais docteur, n'oubliez pas ce que les Maliens vous ont demandé. Merci encore Yves Kenao. Merci à Malik Sa pour la réalisation de cette émission. Marcel Koye depuis sa position. Merci encore une fois de plus, madame Kondo. Je voulais vous remercier pour votre belle contribution. Quant à Marcel Nyawa, je vous donne encore rendez-vous, soit demain à 17h pour émission Vérité face à face. Merci encore une fois de plus et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.